utilise. Euh, Là où je suis, je les utilise. Là où ingénieur Bethany se trouve, il les utilise. Et là où vous êtes, vous les utilisez également. Voilà pourquoi on dit que c'est une mise en commun des ressources. En plus de cela, il permet ce qu'on appelle l'élasticité rapide. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai déployé une solution aujourd'hui sur le cloud. Si j'ai une grande demande, prenons Facebook quand il s'est lancé, il pouvait avoir peut-être 1000 utilisateurs dans une petite ville ou dans un petit village aux États-Unis, mais plus le service grandissait, il a besoin d'aller de faire grandir son service. Il n'a pas à refaire le code, il n'a pas à acheter le machine. Qu'est-ce qui peut se faire dans ce cas-là? Il suffit juste d'aller sur la plateforme et d'ajouter de services en ligne. Et après, on a ce qu'on appelle le service mesuré. Puisque le service est mis en commun par les providers, qu'est-ce qui se passe après? Il faut que ces services-là soient mesurés. Si je demande pour une certaine capacité, je reçois exactement ce pourquoi je demande. Et je pense que quand on ira dans la pratique, vous aurez à voir au fait qu'est-ce qu'on appelle service mesuré. Et je continue. OK. Qu'est-ce que cela implique par rapport à cette définition-là? Cela implique que le cloud en soi amène un certain avantage à ceux qui l'utilisent. On a ce qu'on appelle le high availability. Maintenant, on verra qui sont les majors providers. Enfin, on verra dans la suite qui sont les majors providers du cloud. Mais on peut voir que ces providers-là, ils ont presque des data centers partout dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Que quand j'héberge, contrairement à quelqu'un qui héberge un site il fait juste du hosting normal, mon provider se trouve quelque part, il n'a pas l'infrastructure parsemée dans le monde, qui veut dire que ça prend un certain temps pour que mes utilisateurs accèdent à mon service. Mais avec le cloud, les utilisateurs accèdent au service beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que les providers, eux, ils ont des infrastructures parsemées. Et c'est ce qu'on appelle high availability. Le service, il est accessible à une vitesse rapide et presque partout. On a ce qu'on appelle le scalability. Le scalability, comme je vous ai expliqué avec le modèle de Facebook, c'est que quand je déploie un service, j'ai besoin qu'à un certain moment que mon service s'étende. Et quand mon service va s'étendre, il peut s'étendre dû à un événement. Supposons que j'ai une application qui offre un service de vente de billets, par exemple. Et s'il y a un événement ou si, disons, en fin d'année, tout le monde veut acheter un billet pour aller quelque part, ça veut dire que mon service aura une forte demande. Et je dois être à mesure de faire croître mon service beaucoup plus rapidement. Ça, c'est ce qu'on fait allusion à la scalability. Et puis, on a l'élasticité. L'élasticité en soi, maintenant, c'est que la plateforme, elle soit capable de s'étendre. Et puis, on a l'agility ou agilité. Qu'est-ce qui se passe avec un service pour le cloud pour fournir un service agile dans le sens où il permet une croissance dans le business. Il permet de déployer un logiciel maintenant, de le tester et de le lancer. On y va petit à petit, mais on lance notre logiciel. Peut-être qu'on n'a pas tout le module prêt, on lance ce qui est prêt et les utilisateurs commencent à l'utiliser, on commence à tester, on revient, on fait des mises à jour, ce qui fait en sorte que maintenant, quand on est sur des sites, on dort, on se réveille. Prenons WhatsApp par exemple. Tu dors ce soir avec ton WhatsApp et quand tu te réveilles le matin, on te dit il y a une nouvelle mise à jour. Et dès que tu as la mise à jour, tu sais maintenant réagir à un message. Quelqu'un t'envoie un message, tu aimes, tu n'aimes pas ça. Ce sont des fonctionnalités qui sont possibles grâce à l'agilité ou agility. Et puis, on a le fault tolerance qui veut dire c'est quoi la tolérance aux pannes? Google offre la tolérance aux pannes parce que nos providers, le provider du cloud, ils ont des infrastructures parsemées. Je déploie un logiciel sur le cloud. Initialement, je pense l'avoir hébergé aux États-Unis. Et si jamais mon provider il a un problème avec son data center aux États-Unis, automatiquement, il relocalise tes données vers un autre data center à côté. Ça peut être le Canada, ça peut être en Europe, ou ça peut être aussi en Afrique ou en Asie, peu importe, mais cela permet à ce que mon logiciel ou mon application en ligne continue de fonctionner. Et puis après, on a l'aspect sécurité et puis on a l'aspect coût. Le cloud computing permet au fait de faire des économies. Le cloud computing permet au fait de mesurer les coûts. Et le cloud computing, un des éléments le plus important, c'est qu'il nous permet d'éliminer tout ce qui est dépenses sur le matériel. Parce que je n'achète plus d'ordinateur,
Je n'achète plus de serveurs, je ne paye plus l'électricité, je ne paye plus le refroidissement de mes serveurs. Qu'est-ce qui se passe? Cet argent-là, j'investis une partie dans les services dans le cloud et une autre partie, j'investis dans le business. C'est ça, en fait, parmi les avantages du cloud. Qui sont acteurs dans le cloud computing? Très souvent, quand on parle du cloud, on pense qu'il n'y a que les utilisateurs et le provider. Non, il y a un acteur au milieu. Voilà pourquoi nous sommes là. Et je pense que selon le survey qu'on fera à la fin, je pense qu'on pourra savoir qui a quel profil. Mais je pense que parmi les acteurs, on a le cloud provider, on a le grand provider, qu'il soit public ou privé. Et puis, on a le consommateur. Et les consommateurs, très souvent, ce sont les informaticiens qui consomment les ressources cloud. Et on les met à disposition, on les met à disposition des utilisateurs finaux. Parce que je parlais tout à l'heure de développer un logiciel. Je développe un logiciel en consommant les services cloud qu'un provider me donne et je le mets au service des utilisateurs finaux. Et le cloud computing, il a un modèle de service. Et très souvent, ceux qui connaissent un petit peu ou ceux qui ont déjà lu sur le cloud, et je pense que le plus connu, on parle de IaaS, de SaaS et puis de PaaS. Mais actuellement, avec l'évolution des choses, on parle de XaaS. Pourquoi XaaS? Ça veut dire Anything as a Service. Maintenant, on peut offrir n'importe quoi comme service. Au départ, on ne pouvait qu'offrir l'infrastructure. Et quand on regarde le schéma qu'on a devant nous, on peut voir qu'initialement, pour un data center classique, ce qu'on appelle le on-prem, une entreprise est obligée de tout acheter. Il achète le hardware, lui-même, il s'occupe de le mettre en place, de faire la virtualisation, de payer les licences pour les systèmes d'exploitation. Et maintenant qu'on a les containers, il opère sur les containers, il a le middleware et le runtime pour ses applications, il déploie l'application, il déploie les fonctionnalités de l'application. Et au finish, on se rend compte que ces data centers doivent dépenser beaucoup. Et parfois, on a des informaticiens spécialisés que dans le container. Tu dois les employer, tu dois payer les cooling systems, tu dois payer ci, tu dois payer ça. Mais maintenant, avec le cloud, tu choisis qu'est-ce que tu veux payer. Et c'est ce qui nous amène dans le modèle de service. Tu te dis, écoute, je n'ai pas à tout payer pour avoir un data center. Je ne veux pas payer l'électricité, je ne veux pas payer le cooling, les refroidissements, je ne veux pas payer, par exemple, les licences des systèmes d'exploitation. Et qu'est-ce qui se passe? Au fait, tu choisis un modèle. Et ce modèle-là, ça peut être infrastructure as a service. Et quand on parle de modèle, on peut voir que ce modèle est basé sur le partage des responsabilités. Tout ce qui est en noir dans le schéma qu'on voit, c'est nous, en tant que consommateurs qui manageons, et tout ce qui est en orange, c'est lui, le provider, qui manage. Et qu'est-ce qui se passe au fait? C'est qu'à un certain moment, toi, tu ne payes pas les machines, tu ne payes pas tout ce qui est hardware, tu ne payes pas la virtualisation, tu ne mets que le operating system et tu commences à fonctionner de là. Ça, c'est quand tu es dans le IaaS. Tu as le container maintenant qui te permet une grande portabilité, au fait. Tu développes un logiciel et avec ce logiciel-là, tu peux le changer de plateforme. Tu l'as développé sur Windows, tu l'amènes sur Linux ou quoi que ce soit, tu l'héberges sur différentes plateformes sans pour autant te casser la tête, au fait. Et puis, tu as les autres plateformes as a service, tu as function as a service où tu ne développes que les fonctions d'une application de base. Tu ne développes que... Et c'est ce qui nous a amené dans ce qu'on appelle le serverless. Parfois, maintenant, on a des logiciels dont le développeur n'a pas besoin de savoir c'est quoi les caractéristiques du serveur derrière. Lui ne met que son code et du moment où son code tourne et que ça produit du résultat, c'est une bonne chose au fait. Et j'ai parlé des providers tout à l'heure. J'ai dit qu'on a le provider, on a le consommateur et puis on a l'utilisateur. Et en parlant de ça, quand je reviens à la toute dernière, la toute dernière ici, là, on a le software as a service. Très souvent, ça, ce sont les utilisateurs qui le consomment, en fait. Ce sont les utilisateurs finaux. On va prendre un exemple beaucoup plus simple, plus banal. Quand on utilise Netflix, nous, on n'est qu'utilisateur. On va juste voir les vidéos. Vous voyez? Mais si c'est un programmeur, il voudra peut-être faire des API connectés Netflix à son service, ainsi de suite. Vous voyez? Et le software as a service, c'est beaucoup plus destiné aux utilisateurs finaux. Et pour
continuer, je disais que les providers, les modèles de déploiement, et comme je parlais des providers tout à l'heure, on a le modèle de déploiement public, ce qu'on appelle le provider public. Et parmi le provider public, c'est là où ça nous amène à notre séance de ce soir. Il y a Google Cloud Platform, il y a Amazon qui est leader, on va voir ça tout à l'heure. Il y a Microsoft, il y a Oracle qui vient, il y a Alibaba Cloud qui est en Asie, qui a vraiment conquéri, et puis il y a Salesforce, ainsi de suite. Mais non seulement ça, ça c'est ouvert au grand public, mais il y a aussi le cloud qu'on appelle le cloud privé. Et ce cloud-là est beaucoup plus destiné aux entreprises. Une entreprise qui dit, écoutez, je ne veux pas que mes services soient partagés avec tout le monde chez Amazon ou chez Google. Je voudrais avoir un service beaucoup particulier pour moi. Et qu'est-ce qui se passe au fait? C'est que cette entreprise-là va devoir payer le service qu'on appelle, les services qu'on appelle private cloud. Et puis après, on a le hybride, le cloud hybride. Et le cloud hybride, c'est parfois le mixage du public et du privé. Je vais aller demander une partie du privé enfin, une partie du public chez Amazon parce que je ne peux pas le déployer moi. Je ne peux pas les déployer en privé. Donc, j'ai une partie de mes infrastructures que je veux connecter à leur service en ligne. Et c'est ce qui me donnera un peu de l'hybride. Et je continue. Quand on arrive, je disais tout à l'heure qu'on avait les grands providers publics, les cloud providers publics. On avait le plus grand, il y avait Microsoft, il y avait Amazon, il y avait Google Cloud. Mais quand on le regarde, quelle offre pour quel service? Qu'est-ce que je peux choisir moi en tant qu'utilisateur ou consommateur? Comment faire le choix au fait? Comment arriver à déterminer lequel choisir par rapport à d'autres? Au fait, il faut savoir que derrière ces entreprises et leur histoire du cloud, c'est parti parfois d'une certaine idée, d'un certain besoin. Prenons par exemple Amazon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amazon? Amazon, il était en train de faire son service de retail, en train de revendre des articles comme il le fait sur sa plateforme. Et il avait besoin de serveurs, il avait besoin de data centers. Il s'est rendu compte qu'à un certain moment, il avait beaucoup de data centers qu'il n'utilisait pas à 100%. Et une idée leur est venue de partager les ressources qu'ils n'utilisaient pas avec le grand public. C'est comme ça que le cloud Amazon est né. Et Amazon est sur le marché depuis 2009 jusqu'en 2022. Ça veut dire qu'il a acquis une certaine maturité. Il a plus de 200 services et l'un de ses services les plus connus que souvent on voit ou parfois qu'on ignore, même quand on est sur Google en train de chercher quelque chose, même les photos qu'on regarde sur Google, quand tu regardes sur la barre d'adresse, tu risques d'avoir, tu risques de voir ce qu'on appelle le S3. Et le S3, c'est l'un des services célèbres de Amazon parce que c'est le stockage au fait. Et non seulement ça, l'avantage d'Amazon, c'est que puisqu'il est là pendant longtemps sur le marché, Amazon a parfois des services et des offres que les autres n'ont pas. C'est le seul actuellement, par exemple, qui t'offre une machine virtuelle où tu peux installer un macOS. Tu peux installer un OS de la famille Apple. C'est le seul, en tout cas. Mais le problème, par exemple, avec Amazon maintenant, c'est sa stratégie de tarification et sa structure de coût. Parfois, c'est un peu compliqué pour maîtriser. Je suis dans l'industrie et il y a de ces services, parfois, tu as du mal à savoir comment ça sera facturé, même s'ils ont des outils, des prédictions sur le prix des services à déployer. Et il n'y a pas que ça. Par rapport à Azure, par exemple, Azure, c'est le service public de Microsoft. Et qu'est-ce qui se passe au fait? Pour Microsoft, on est tous d'accord que quand on utilise notre Windows, ma présentation, je l'ai fait sur Windows, Microsoft Office et ainsi de suite. Le service des Microsoft a dû faire un carton jusqu'à un certain moment. Et Microsoft, pour lui, en développant son, son offre cloud, il s'est beaucoup plus basé là-dessus. Et l'avantage de Microsoft, par exemple, avec son cloud, il a aussi beaucoup de services. L'avantage avec lui, pardon, c'est qu'il propose un service très adapté au Windows. Et du coup, les grandes entreprises qui utilisent du Windows, à partant de serveurs jusqu'aux utilisateurs, n'ont pas vraiment du mal quand ils veulent
migrer vers le cloud, quand ils veulent faire les lift and shift, comme on l'appelle. Ils ont cette facilité-là. Pourquoi? Parce que Microsoft, il a des services sur le cloud avec Active Directory. Parce que c'est lui qui le maîtrise, c'est sa technologie. Les autres n'en ont pas. Les autres utilisent tout ce qui est open ou appartiennent à d'autres familles. Donc, c'est un peu ça. La petite difficulté qu'il y a avec Microsoft, c'est que pour maîtriser le cloud de Microsoft, il faut être expert dans les services de Microsoft. Et l'un de ses avantages, par exemple, il permet un, une version de Windows 10 multi-utilisateur qu'on trouve que sur le cloud. Et maintenant, il est en train de faire les desktop as a service. Et ça, je pense que personnellement, quand j'ai fait l'analyse, je pense que ça, c'est l'une des réussites, au fait. Ça, ce sera l'une des réussites de Microsoft. C'est non seulement il fait le desktop as a service, au lieu d'avoir une machine, tu installes tout le Windows, tu te casses comme on le faisait dans le temps, chercher un CD, patati patata. Maintenant, tu peux le commander, entre guillemets, sur le cloud. Et ça, c'est une très bonne chose. Et non seulement ça, il a maintenant son offre Microsoft Office. Tout est parti sur le cloud. Et ça, c'est encore une autre chose et c'est formidable. Et parlant du Google Cloud, et le Google Cloud, lui, il est né par rapport à... On a tous connu Google depuis un certain moment. Je me souviens à peine des navigateurs qu'on utilisait dans les temps avant Google. Alta Vista, Yahoo et les autres. Et Google, il a lancé Google Search. On utilise même tous. Maintenant, n'importe quelle question, même le petit enfant de 2 3 ans, il a une petite question, il va sur Google, il va chercher. Et non seulement ça, Google a lancé un autre service qui a beaucoup cartonné, qui continue de cartonner, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est YouTube. Et parmi ces deux services-là, Google a mis beaucoup de serveurs derrière, il a mis beaucoup d'infrastructures et il a mis beaucoup de puissance de calcul. Non seulement ça, Google a dû mettre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et le machine learning. Maintenant, quand tu vas chercher sur Google un mot le matin, 1 heure après, tu auras des propositions. Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence artificielle derrière qui sait lequel mot tu as cherché, quelles sont les équivalences de ce mot-là. Et c'est la puissance que Google a mis au fait dans son cloud. Et non seulement qu'il a mis dans son cloud, et à chaque fois qu'on utilise le Google Cloud Platform, on utilise la même infrastructure que Google utilise pour Search et pour YouTube pour nous offrir ce service-là. Le petit couac avec Google, c'est que c'est un service qui vient de naître. Il est troisième parmi les grands et il a moins de services et ils sont beaucoup très orientés intelligence artificielle, machine learning et puis big data. Ça, je crois que c'est leur force. Et puis, ils proposent parmi leurs services SaaS, ils proposent ce qu'ils appellent Workspace. C'est un peu l'alternative à Microsoft Office. Et pour info, mon slide a été fait sur Workspace. OK, on va continuer. Qui utilise qui utilise les services de ces grands providers? On a par exemple Netflix pour Amazon, Airbnb pour Amazon. On a par exemple Apple et Fujifilm, HP pour Azure. On a par exemple Domino's, Bloomberg, 20th Century Fox qui offre les films. On a PayPal qui utilise Google maintenant. Et quand on regarde de l'autre côté ici, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer de... Et quand on regarde de ce côté-là, qu'est-ce qu'on voit au fait, c'est que comment ils sont répandus dans le monde. Je vous disais que les services du cloud, il est high available. Pourquoi? Parce qu'ils sont répandus dans le monde. On a par exemple, rien que pour Amazon, il est dans pratiquement tous les pays du monde. Il a 26 régions où il a déployé ses data centers existants et puis il en aura 8 dans les années à venir. Il a des zones, des disponibilités, ce qu'on appelle availability zone. Et puis il a des points de présence où il a des partenaires. Il y en a au moins 410 répandus dans le monde. Et pour info, Amazon, il a des zones de disponibilité en Afrique. Pareil qu'Azure. Microsoft, Google, par contre, n'a pas des zones de disponibilité. Quand tu vas sur la plateforme de Google, tu ne sais pas déployer un service sur un data center qui se trouve en Afrique, mais il a des partenaires, ce qu'on appelle le point of presence. Et on continue. Ça, c'est vite fait. Les 3 grands fournisseurs que je viens de vous montrer, ils occupent
Ils occupent pratiquement 58% du marché. Ils occupent 58% du marché. On verra qu'Amazon, il est premier. Il a 32% du marché. On a Microsoft qui a 19% et Google qui est en train de venir. Et ça, ce n'était qu'avril 2021, jusqu'à avril 2021. Et puis de l'autre côté, on a les autres, comme je les avais mentionnés. On a IBM Cloud, on a Oracle Cloud, on a VMware, qui maintenant fait de partenariats avec les grands providers ici. On a Alibaba Cloud et puis on a Lumen. OK. Maintenant, nous allons aborder un peu la question de Google Cloud Platform. C'est quoi le Google Cloud Platform? Comme je vous disais, c'est un provider de services cloud et eux-mêmes, ils se définissent comme un continuum de solutions. Donc, ils ont une panoplie de solutions. Partant de IaaS, passant par les containers as a service, et puis on a les plateformes as a service, et puis on a le software as a service. Et ils définissent même les fonctions qu'on peut avoir en fonction de quel côté on se trouve en tant qu'informaticien. Dès qu'on reste beaucoup plus sur tout ce qui est IaaS, on est dans le IT Operations, ce qu'on appelle IT Ops. Et quand on va dans container et tout ce qui est plateforme et services, on est un peu dans les SysOps, ainsi de suite. OK. Et ça, c'est un échantillon seulement des grands services que Google offre. On a le compute, on peut trouver les machines virtuelles, on peut trouver le Kubernetes, les containers, on a le management, comment on arrive à manager la plateforme en soi. On a, euh, on a le networking, parce qu'il faut savoir que quand on est dans le cloud, on déploie les applications qui résident sur des machines qui ont des adresses IP et tout reste dans le cloud. Maintenant, tout est virtualisé dans le cloud. On a le stockage et les options de base de données, que ce soit relationnel ou non relationnel. On a le big data. Comme je vous disais tout à l'heure, Google, sa force à lui, c'est l'intelligence artificielle et le big data. Google le met à disposition maintenant ces outils qu'il utilise à l'interne. On a un peu les outils pour nous permettre de gérer qui fera quoi quand tu es dans le cloud. Et puis, on a le monitoring, comment tu monitores tes ressources, au fait. Et dans la même continuité, on a toutes ces catégories de services. Ici, je voudrais par contre plus épingler comment on fait pour accéder à la plateforme de Google Cloud. Normalement, pour accéder à la plateforme de Google Cloud, et par rapport aux autres aussi, ils ont presque les mêmes types de services. On a ces trois-ci là. On a Google Console, c'est juste l'interface web. On va le voir tout à l'heure quand on va aller dans le lab. On a le Cloud SDK, ça c'est beaucoup plus pour les développeurs, pour faire des appels aux API. Et puis on a le Cloud Shell. Le Cloud Shell, c'est une ligne de commande. On verra ça aussi tout à l'heure parce que un de lab nécessitera qu'on fasse quelques petites manipulations là-dessus. Et en continuant, Google Cloud, comme je vous disais tout à l'heure, et c'est un peu pareil avec les autres, ils sont répandus presque partout dans le monde. Qu'est-ce qui se passe au fait, c'est que Google se base, parce que Google est parmi l'un des réseaux qui a quand même une plus grande infrastructure des câbles sous-marins, le câble fibre optique au fait sous-marine. Et qu'est-ce qui se passe au fait, c'est qu'il se base de cela pour offrir des régions où il met des data centers. Tout ce que vous voyez en bleu, c'est pratiquement des data centers dans le monde. Et puis en blanc, c'est de futures régions, c'est qu'il va déployer dans le futur. Les petits points, comme ici en Afrique, je vous disais qu'ils n'ont pas de data center jusqu'à présent en Afrique, mais ils ont des points de présence et ça, ce sont leurs partenaires. On peut voir qu'il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud et Cape Town, je crois, et puis il y a, ça doit être Jobourg, et puis il y a l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Est, Kenya ou Éthiopie, mais je pense bien que c'est Kenya. OK. Ça, c'était la première partie présentation, tout ce qui est texte et ainsi de suite. Je pense que vous avez des questions. Et si vous avez des questions pour la première partie, tout ce qui est texte, je vous prierai de les noter, de le mettre dans le chat. Comme ça, on va avoir le temps de les traiter. Et la deuxième partie, on va faire le lab. Et dans notre lab, je veux préparer l'interface pour vous vite fait. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et puis, on va essayer de faire quelques deux, trois petites manipulations vite fait. Juste un moment. Le temps de partager mon écran sur le lab. OK, on va faire le provision. OK. Juste un moment.
Juste le temps de me connecter. Oui, Comme ça, vous allez merci voir. beaucoup, Mercia. Pendant que Oui, vous faites ça, est-ce qu'il y a, je peux juste vous donner une question que quelqu'un a déposée dans le chat? oui, oui, ça me va. Ouais, je crois que la personne était sous le nom de HP. Je ne sais pas c'est l'acronyme de quel nom carrément, mais la personne doit se reconnaître. Sa question était de savoir si pour créer un compte Google, il faut impérativement avoir une carte bancaire. OK. Normalement, Google, contrairement aux autres, contrairement aux autres, Google, il te permet d'avoir, au fait, l'accès à la plateforme où tu as un compte où tu gères tout par toi-même. Mais par exemple, là même le lab qu'on va faire tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer au fait, c'est que il a un partenariat avec une entreprise qui est Quick Lab. Et cette entreprise t'offre beaucoup de labs. Et c'est là où tu peux créer ce compte-là. Tu peux utiliser ton adresse Gmail. Et tout à l'heure, j'ai mis mon adresse Gmail et je veux l'utiliser sans pour autant passer par payer identifier un compte bancaire ou quoi que ce soit. C'est juste mon adresse Gmail et j'utilise le lab. Donc, pour faire bref, tu as besoin de ta carte si jamais tu veux, si jamais tu veux aller vraiment directement sur Google. Mais tu as aussi la possibilité d'utiliser QuickLab, par exemple pour le lab qu'on va faire tout à l'heure et les autres, même l'apprentissage. Maintenant, ils sont en train d'offrir presque aux gens de l'apprentissage gratuit, au fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En entendant s'il y a une autre question. Bon, je crois que vous avez répondu. Peut-être à la fin, lorsqu'il ne sera plus sur mute, s'il veut des détails, il va revenir. Alors, vous pouvez continuer. OK. Merci. Donc, je veux lancer le partage. Permettez-moi juste de faire cette manipulation vite fait de partage. Euh, j'ai besoin de partager celui-là. OK. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran. Oh, OK. Vous arrivez à voir mon écran, n'est-ce pas? Oui, nous voyons là, il est écrit Compute Engine Quick Start Window. OK. Je préférais qu'on commence avec l'autre plutôt de Windows. Je préférais qu'on commence avec l'autre où on peut voir sans difficulté. Après, on ira sur le Windows si vous me permettez. OK, allez-y. OK. Juste pour éviter qu'il me déconnecte sur Zoom, je vais aller sur ma fenêtre incognito mode, au fait. OK. OK. Here we are. Juste un moment, please. À l'instant, c'est Zoom, par contre, qui... OK. Je pense que c'est celui-ci. OK, là, vous arrivez à voir. Provision Service with Google Cloud Marketplace. C'est ce qu'on doit voir? Yes. OK. Yeah. Ça, c'est ce que vous devez voir. Et ça, c'est la plateforme, leur plateforme, Quick Labs. Ils sont en partenariat. Et je veux juste provisionner mon compte. Il me donne un compte utilisateur, un mot de passe et GCP Project ID. Je pense que dans le prochain séminaire, on va beaucoup plus parler comment ils gèrent l'identité de chaque personne qui se connecte, comment on gère un projet sur le Google Cloud. Mais à ces moments-ci, on a ça. Et je veux ouvrir la console. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, on m'a donné un nom d'utilisateur, c'est celui-là. Je vais faire suivant. Et ils m'ont donné même un mot de passe que je veux utiliser tout à l'heure. Là, je vais faire celui-là. OK. Ça, c'est que vous soyez, pour la question de tout à l'heure, que vous soyez sur votre compte personnel ou sur QuickLab, vous avez toujours à passer il faut accepter le agreement là au début.
pour accepter le agreement login. OK, vous arrivez à voir toujours, n'est-ce pas? Oui. OK, ça c'est une bonne chose. Okay. Là, il va me connecter, me dire où je me retrouve parce qu'il va me donner des services en fonction de mon emplacement géographique. Donc, là, tout ce que j'ai à faire ici, je dis, actuellement, je suis en Afrique du Sud. J'ai dit, j'accepte. Étant donné que cette adresse-là n'est pas permanente, tout ce que je veux faire là, à l'instant, c'est que mon écran, il devient plus petit. Donc, vous arrivez, un moment, please, que j'ai un point. OK, vous arrivez à voir cet écran-là, n'est-ce pas? Oui. OK, je vais faire le agree. OK. Ça, c'est l'interface, au fait, de l'interface de Google Cloud Platform. Et tout à l'heure, je vous ai dit le projet. Vous voyez, ici, on dit Project Info. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, information du projet. Et j'ai l'information du projet. C'est quel projet que j'utilise maintenant? C'est ce projet-là qui s'appelle QuickLab. Je vous ai parlé de la plateforme QuickLab. C'est celui-ci. Mais quand on a une entreprise, pour la question de tout à l'heure, elle est capitale. Quand on gère son compte personnel, le nom du projet, ici, là, il sera un seul projet. Il sera juste un seul projet et tu peux faire beaucoup de déploiements. Mais ici, on te donne, en fonction des labs, vous voyez tout à l'heure, tout de suite, là, on a par exemple le projet 044. Ça, c'est un projet. Project Number, ça, c'est le numéro, ainsi de suite. Quand on va faire le deuxième là, vous verrez qu'il va changer. Et non seulement ça, on a des services ici, là, les services dont je vous ai énumérés rapidement sur les slides. On a le IAM qui gère l'identité. Et c'est là où on peut gérer le projet et l'organisation, par exemple. On a le marketplace, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je veux l'épingler. On a le Compute Engine. Le deuxième lab, on le fera ici sur le Compute Engine. Et puis, on a le Kubernetes, je vous ai parlé. Ça, c'est un des services que Google a lancé et que les autres ont dû prendre. C'est ce que Google utilisait. C'est une alternative au container. Et puis, on a le Cloud Storage, l'équivalent de S3. On a le BigQuery, dont je vous ai parlé pour le Big Data. On a le réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez voir, il y a le VPC, IP address, bring your own IP, firewall, tout ce qui est concernant le réseau. On a le serverless. Quand je vous ai parlé de function as a service, on a celui-là, SQL pour ceux qui sont dans la base des données, on a la sécurité, ainsi de suite. Et pour l'instant, on va aller dans notre... je l'avais épinglé là. Where is it? All product, OK. Allons-y dans ce sens-là. On va aller dans notre lab de tout à l'heure, qui est dans... qui est dans le marketplace. OK. C'est ce que je peux faire. Là, l'instant. Je vais faire mon product. OK. Si vous le voyez, vous me faites signe également. OK, il est là. Je l'ai vu. Et ce qu'on va déployer ici dans ce lab, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est juste déployer Nginx Service qui est déjà préconçu, au fait. Et dans le marketplace, on trouve des machines virtuelles déjà conçues. Je me rappelle, ingénieur Bethany, je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois à Silicon Valley, à l'époque à Keene, quand on déployait Trixbox, on téléchargeait la machine virtuelle Trixbox. Et nous, on n'avait qu'à configurer, ainsi de suite. C'est ce qu'on fait dans le marketplace. On a des machines virtuelles déjà préconfigurées et tout ce que nous, on a à faire, c'est de l'installer, de l'activer, de donner une adresse IP, de choisir dans quelle région ça va se trouver, ainsi de suite. Et pour notre cas, on va faire Nginx. On va chercher. OK, il nous dit voilà tout ce qu'il y a avec Nginx. Donc, on va prendre Nginx avec Bitnami.
Permettez-moi de parcourir, ou limite, je veux juste écrire. Normalement, l'interface, elle est intuitive, au fait. Ça, c'est ce qui est bien. C'est juste maintenant que tu dois savoir quel service tu es en train de chercher. OK, let's go. Do this. OK, là, je pense qu'on sera à mesure de le voir. Je peux me faire une recherche. OK. Faire une recherche comme ça. Limite, on va prendre une qui se présente à nous. Parce qu'on a juste besoin d'un service. Attendez. Nginx, Bitnami. OK. Donc on peut prendre Protect. Vous arrivez à voir mon écran totalement? Apparemment, je ne vois que la moitié. Je crois que... Ce n'est pas en full screen. Je veux mettre celui-là, comme ça on sait voir. Je crois que c'est une fonctionnalité de Zoom. C'est juste que... Est-ce que... OK. OK, je peux l'agrandir de cette façon-là. Là, ce qu'on voit, c'est le diapo qui est un peu plus grand. Yeah. OK. OK. Je vais adapter ma fenêtre là. Je peux réduire celle-là. Là. OK, c'est beaucoup plus grand, ça va comme ça. OK, même pour moi personnellement, ça me va. OK, prenons... OK, je vais essayer de prendre... Ouf. Maintenant, là, ce sont les fenêtres. OK, une autre chose, au fait, je voulais dire, c'est que les timings de... Le timing du lab est compté, au fait. Mais je sais que celui-ci, il ira beaucoup plus vite. OK, prenons... C'est Nginx. Prenons celui-là. Là. OK. Essayons de chercher par catégorie, peut-être. Ou limite. Je vais enlever les filtres, ça sera mieux. Et on va rester sur les résultats normal. OK. On a tous besoin de voir. OK, prenons... Et les machines virtuelles ici, là, elles sont... On va prendre celle-là. Celle-là. Les machines virtuelles sont facturées. Si je prends une machine virtuelle Windows ici, là, vous verrez qu'il y a un coût à cette machine-là. Essayons de voir celle-là, qu'est-ce qu'elle offre. Vous ne voyez pas tout l'écran. OK. Là, ça. Vous voyez, il y a un coût à cette... une estimation si cette machine fonctionnait normalement pour un temps. Si elle fonctionnait pour un temps. OK, un moment. Je vais essayer de launch celle-ci et on va voir ce qu'elle a. Parce que je ne trouve pas celle que j'utilise d'habitude. Et là, il vérifie le API et on va voir Term of Usage, ainsi de suite. OK. Et là, il me dit de choisir, en fait, comme je vous disais tout à l'heure avec les zones, on a
les zones, en fait. Ça, c'est les noms de déploiement. Dans quelle zone on doit déployer. On peut choisir. Supposons que je veux prendre US Central 1, A, par exemple, et le type de la machine. Quand on dit N1, ça implique quoi? N1, c'est quel type de machine que j'ai. Et si peux prendre une micro, oui, je peux garder N1. Et qu'est-ce que je veux? Je veux que ça soit une micro, justement. La taille, je détermine le processeur, la mémoire et le type de disque. Quel type de disque je veux? Est-ce que je veux un disque dur qui reste pendant longtemps? Étant donné que c'est une petite machine, je peux mettre la taille du disque à 10 gigas. Vous arrivez toujours à voir mon écran, n'est-ce pas? Oui, on Allô? voit ton écran. On voit ton écran. OK. On a une adresse IP et maintenant, je dois être à mesure d'ouvrir le port. J'accepte. Bon, OK, mettons 20. Et je veux voir les interfaces réseau qu'on me donne. Et comme je vous parlais du réseau, on a les interfaces réseau. OK. Quelle interface, si je veux en ajouter, ça, c'est pas important pour l'instant. Et après, on va y aller. OK, ça, c'est le coût de la machine. Vous pouvez faire quelque chose pour l'affichage d'ingénieur Bethany ou pas? Parce que là, OK, je vais essayer de faire ça comme ça. OK, je peux déployer. C'est ce que je cherchais. Je veux essayer de déployer. On a d'autres options si on veut. OK, déployons. OK, la machine. Je te permets, merci, j'ai une question à poser aux autres. Il y Oui, a oui. quelqu'un qui ne cesse de dire qu'il n'arrive pas à voir le camp qui est partagé. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Vous pouvez me confirmer parce que moi, dans mon PC témoin, j'arrive à voir ce qui est partagé. Quelqu'un peut, si vous arrivez à voir ce qui est partagé sur l'écran, vous pouvez juste faire une réaction, peut-être OK ou quelque chose comme ça. Ça va nous aider à... Oui, à part tout le monde confirme qu'ils arrivent à voir. Alors, je crois que le problème est à votre niveau. OK, allez-y, OK. merci. OK. Donc, la machine, elle vient d'être déployée. Et j'essaie de réduire pour qu'on arrive quand même à voir tout ce qui est sur l'écran. Oui, on a les caractéristiques de la machine. On a où est-ce qu'il est déployé, dans quelle région. Et ces régions, en fait, ça représente plus ou moins les data centers qui sont déployés enfin, les availability zones. OK, ça, c'est, on a un data center qui est déployé dans US Central 1. Ça correspond aux villes dans d'autres clouds. On a le type de la machine. On peut faire le SSH à la machine. Et en temps normal, on doit être à mesure aussi de... OK, attendez. En temps normal, on doit être à mesure d'aller sur la page, de le service qu'il contient, en fait. Mais en temps normal, ça, c'est de la façon dont on déploie. Et quand je vais dans l'instance, quand je vais dans les autres informations, j'essaie de voir quels sont c'est quoi OK, échec du chargement, parce que ça doit prendre du temps, aucune notification. Et je dois arriver à le voir. Windows, il a une interface où il arrive à gérer. OK. Je vais essayer de mettre ça en grand parce que, OK, ça y est. On a instance de VM, activer la facturation pour le projet Manifest. Et là, il me demande si je veux facturer. Je veux annuler. Et pour cette machine, on va se déconnecter. Et puis, on va aller au Lab 2, si ça vous convient. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de parler.
OK. Activation. Ingénieur, merci. Je crois qu'avant d'aller montrer le deuxième lab, je crois qu'on peut prendre quelques questions s'il y en a, si ça vous va comme ça. OK. Alors, je vais donner la possibilité aux participants d'enlever leur mute s'ils ont des questions. Mais s'il vous plaît, s'il y a une question, vous manifestez par une réaction et après, vous allez poser pour éviter que nous puissions avoir plusieurs questions au même moment. OK, même en passant, pendant qu'ils sont en train de s'apprêter, on trouve beaucoup de solutions en fait. On trouve beaucoup de ça, ce sont des machines virtuelles, ce sont des solutions que proposent d'autres plateformes en fait. Et on a même parfois certaines machines virtuelles ici avec le Windows. Avec le Windows. Et ici, on a cette facilité de déployer une machine déjà préconfigurée. Nous, on ne choisit que, vous voyez, il y a Postgres, il y a Couchbase, il y a Bitnami, VM, il y a Debian seulement, ainsi de suite. Une machine. Il y a Joomla pour ceux qui sont dans Joomla. Et ça, c'est, je crois que pour faire simple, pour ceux qui sont déjà dans le monde de programming et qui veulent entrer dans le cloud, ça, c'est une façon d'entrer en douceur, en fait, avant d'aller dans tout ce qui est configuration, ainsi de suite. Mais on vous écoute. OK. S'il y a une question, manifestez-vous, s'il vous plaît, et prenez la parole. OK, allez-y, ingénieur Alder. Merci pour la parole. Bonsoir à tout le monde. Je m'excuse d'abord parce que je suis le webinaire depuis le boulot. Peut-être que j'ai raté quelque chose. J'aimerais plus poser la question sur la gestion des licences, puisqu'on est sur Google. À part le prix de la machine virtuelle que je viens de voir, comment se passe la gestion des licences? Par exemple, quand on utilise une machine virtuelle qui tourne sous Windows. OK. Comment on procède, ingénieur? Est-ce qu'on va avec plusieurs questions? Non, vous parlez de Ou deux ou trois questions-réponses, c'est questions? mieux. Questions-réponses, c'est mieux. OK. Oui. OK. Au fait, étant donné que offre, euh, Google offre sa plateforme, comment dire, il n'arrête pas, au fait, les autres de mettre leur service là-dessus. Et on trouvera une machine. Tout à l'heure, on va aller voir avec la machine Windows. Et les prix de la licence est inclus, pardon. Les prix de la licence est inclus. Quand tu ouvres une machine Windows, quand tu veux, par exemple sur Marketplace, quand tu vas pour une machine Windows, tu vas devoir voir la licence et le prix de machines sont un peu plus chers, que ce soit sur Google ou sur Amazon. Ce n'est, ce n'est que sur Microsoft où les prix sont modérés parce que c'est eux-mêmes, au fait. Mais la licence, elle est incluse, si ça répond à votre question. Oui, ça va. Ça répond à ma question. Et ma deuxième petite question, c'est que quand vous classifiez selon les plateformes, selon le provider, vous avez dit que c'est Amazon Web Service qui est au top, Yeah. suivi de Azure chez Microsoft. Je ne sais pas, bon, c'est une demande. Pourquoi ne pas proposer un lab en rapport avec ces plateformes-là, mais aussi dans ce sens-là, en termes d'employabilité, OK? En termes d'employabilité, puisque c'est Amazon qui est au top. Quelles sont les plateformes qui payent le mieux, en quelque sorte? OK. Je ne sais pas si l'ingénieur Bethany va m'aider avec ça, hein. Je vais vous donner une idée. La première question, c'était si on fera un lab sur les autres plateformes. Évidemment, avec le temps, oui. On fera de lab présentant les autres plateformes. On a commencé avec cette plateforme parce que c'est l'une des plateformes que je maîtrise. Les autres vont venir et on le fera avec le temps. Et en termes d'employabilité, ce n'est pas parce que Amazon est numéro un sur le marché que le travail reste 100% Amazon. Il y a ces endroits, ça c'est vrai, quand tu y vas, tu ne trouveras que, enfin, la demande, elle est beaucoup plus Amazon parce que les clients, les entreprises clientes utilisent Amazon. Mais dans l'entretemps, Windows est beaucoup demandé aussi. Et tu verras maintenant, si tu es en ligne ou tu es sur les réseaux sociaux, tu verras qu'ils sont en train de promouvoir, par exemple, que les gens apprennent leur plateforme, comme ça, ils vont trouver du boulot. Et Google, pareil, au fait. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire monter le service. La meilleure façon de faire monter leur service, c'est offrir aux gens le service. Et à ce moment-là, les gens
quand tu apprends et que tu maîtrises, tu vas aller proposer, tu vas aller conseiller les petites et moyennes entreprises et tout le reste, ce qui fera en sorte que ces entreprises-là vont consommer. Et en termes d'employabilité, de salaire, je pense que c'était ça l'autre partie de la question. On paye, je pense, on paye les gens pas en fonction de la plateforme, à moins que ce soit eux-mêmes qui te recrutent, mais on paye les gens en fonction de la fonction que tu veux occuper. Disons, si on t'engage en tant que associate, disons, ingénieur associate cloud, ou ingénieur architecte cloud, ou ingénieur cloud tout simplement, ou ingénieur DevOps, l'entreprise te donnera un requirement, ils te disent, écoute, nous, on utilise la plateforme Azure. Mais souvent, si tu as les connaissances en Amazon, ils pensent que tu peux faire tu peux changer des domaines sans aucun problème parce que les principes restent le même. On a vu les définitions et tout le reste, le principe reste le même. Et les salaires, c'est en fonction des fonctions, pas très souvent en fonction de quel produit tu utilises. Mais il faut reconnaître que les demandes pour l'offre cloud, maintenant, c'est très élevé. Les demandes sont très, très élevées. On a les ingénieurs, on a les architectes, on a les DevOps, on a les ingénieurs networking, les ingénieurs sur base de données, les ingénieurs AI, intelligence artificielle, ainsi de suite, au fait. Une troisième question, et puis on va voir ingénieur si on peut continuer. OK. OK, merci. J'aimerais qu'on continue juste avec des questions et après, parce qu'il est déjà, je crois, 15h Dallas, 21h Kinshasa et puis, je crois, 22h Lubumbashi. Chez toi, je ne sais pas il est quelle heure. Alors, il je est crois qu'on 22h chez moi. Voilà, on peut continuer avec les questions s'il y en a et la deuxième partie du lab va commencer à la prochaine séance si ça vous va comme ça. OK, ça dépend du public parce que moi, je suis prêt pour la deuxième partie du lab. Mais le public, ça dépend de ce qu'ils disent. Moi, je n'ai pas de problème. C'est soit l'un, soit l'autre, sans aucun problème. OK, c'est à nous de demander ceux qui sont disponibles. Si vous voulez qu'on avance avec la deuxième partie, qu'il avance avec la deuxième partie du lab rapidement, vous pouvez juste vous manifester, il avance et après, on va répondre les questions qu'il y aura juste à la fin. OK. Alors, je vois que quelques personnes se manifestent dans ce sens-là. Vous pouvez continuer avec la deuxième partie. OK. OK, allons-y sur la deuxième partie. Je veux juste positionner le share. Je veux juste positionner le... OK, je veux juste positionner qu'est-ce que vous devrez voir au fait en ce qui est sharing. OK, on a... OK, on a ça. Et ça, c'est toujours la plateforme QuickLab. Et ça, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et je veux... OK, j'ai juste besoin de login. Vous arrivez à voir? Non. OK. Je vois pourquoi vous n'arrivez pas à voir. Vous devriez voir ça maintenant. Oui, dans ça y est? Engine, yes, je vois quelque chose, Quick Start Window. OK. Je veux faire ça comme ça. Je vais juste start le lab. Et la personne qui demandait, quand tu es sur... what's going on? Tu dois avoir l'autre lab allumé, tu dois l'arrêter. OK. Oh, yeah. Okay. On va juste submit celui-là. Et puis, je verrai ce que je fais. Je sais que j'en ferai. OK. Maintenant que celui-là est fermé, je vais start celui-ci. Et c'est la personne qui a posé la question sur est-ce qu'on met la carte et tout ça. La plateforme QuickLab, comme celle-ci, on te donne les crédits. Et personnellement, j'ai 1015 crédits. C'est beaucoup de crédits. Un lab, ça te coûte un crédit. Et si tu veux acheter le crédit, je crois que 4 crédits, tu le payes pour 15-10 $ à peu près. Donc, OK. Vous devriez voir ça. Je veux devoir mettre les crédentiels qu'ils m'ont donné. Vite fait. OK.
Et puis, on va mettre le password qu'ils m'ont donné. Et vous voyez même le ID du projet ici, là, il a changé. Je vais mettre celui-là vite fait. Next. OK, vous arrivez... vous arrivez à voir le deux écrans. Faisons ça comme ça. OK. J'accepte. Il y a une question, ingénieur. En attendant que ça charge, on peut aller. Je crois qu'il est dans le chat, peut-être. OK, on revient sur notre interface comme tout à l'heure. À chaque fois que tu es... Ça, on suppose que tu configures ton compte pour la première fois. Mais si tu as déjà configuré le même compte, tu vas continuer d'avancer sans aucun problème. OK. Et ici, là, ce qu'on va faire, c'est aller dans Compute Engine. On a besoin de... C'est qu'on va faire dans ce lab. Laissez-moi vous rafraîchir. Comme ça, je suis sûr qu'on est sur la même page. On va juste déployer une machine virtuelle et faire le remote desk sur une machine virtuelle Windows pour vous montrer qu'il n'y a pas que les solutions Linux, il y a aussi les solutions Windows pour la question de tout à l'heure. Et on est ici, là, c'est là où on gère les machines virtuelles. On voit VM instance, on va dire create VM instance. Et à chaque fois, il faut savoir que tes ressources, pas que la machine virtuelle, que ce soit la base de données, que ce soit le storage, quoi que tu fasses, il doit se retrouver dans une zone et dans une région, ce qui permet en sorte que tes utilisateurs aient accès aux ressources dont tu mets à leur disposition. Et pour la question de prix, vous voyez les prix ici à l'instant, ça coûte $26. On va voir pourquoi 25, pourquoi ça coûte 25. On va commencer par changer la zone. Supposons que je veux mettre, si je mets US, OK, je veux mettre US East One. Et pour un ingénieur Bethany qui est là-bas, je crois qu'il voit c'est South Carolina. Et c'est un serveur qui se trouve dans cette zone-là. OK. Et ça, c'est la région. Et puis la zone, on garde cette zone par défaut. Et puis, puisqu'on veut faire du Windows, premièrement, on va aller chercher le Windows. Et pour le système d'exploitation, on le change à ce niveau-ci. Change. Et vous devrez mémoriser le prix qu'on avait au départ parce que c'est le prix que coûte Debian. Et je pense que c'est juste la machine virtuelle, OS et ainsi de suite, juste la machine virtuelle. Regardez maintenant ce qui va se passer quand je vais sur Microsoft Windows Server. Essayons de prendre Windows Server, Data Center. Prenons juste R2 Data Center. OK. On laisse le reste tel que ça se trouve. Une fois que c'est bon, on dit Select. Et il est en train d'actualiser le prix. Et ça, c'est le prix, au fait. Et dans les prix, la licence est incluse. J'espère que c'est la question de Alder. Et on garde le nom de la machine. Et tout le reste doit rester tel quel. Je veux dire... je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai du mal. J'ai du mal à avoir le petit bouton en bas là-bas. OK. J'ai besoin de cliquer sur le bouton. OK. Je crois que c'est Zoom qui me donne deux mots de tête maintenant. OK. Un moment. Oh. Voilà. Ça y est. J'ai créé ma machine. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on accède à la plateforme Google par Google Console. Ça, c'est Google Console, c'est ce que vous voyez ici. On a les services listés là.
On a où est-ce que tu es à l'instant, c'est un peu la zone de travail, ça c'est l'aide. Et ce que je viens de déployer, vous voyez ici, il dit 1, je ne sais pas si vous voyez, le 1 ici, là, ça veut dire que la machine est en train de se créer, on dit même que la machine a été créée avec succès. Ils me disent, j'ai une adresse IP interne, ok? Une adresse IP privée et j'ai une adresse IP publique. Ça, ce sont les vraies adresses IP publiques. Et quand je vais arrêter le lab, cette adresse IP va être réattribuée. On me l'a donnée seulement pour le lab. Et si tu es dans un projet, pour la personne qui a demandé pour le prix, tu payes maintenant pour ton adresse IP publique. Tu payes un coût supplémentaire pour l'adresse IP publique. Et si tu as tes adresses IP publiques, tu peux les amener dans la plateforme. Et ce qu'on va faire maintenant, la machine, elle est en train d'être exécutée. Vous voyez qu'il est... de créer une machine cloud. La machine elle est exécutée, enfin, elle est active. Ce que je veux faire, c'est juste tester que je peux avoir accès au RDP. Et c'est que j'ai besoin de le faire en ligne de commande. Je vous avais dit qu'on a Google Console, celle-ci, on a le SDK pour les API avec le programmeur, et puis on a le shell. Le shell, c'est la ligne de commande. Et je clique ici là pour avoir accès au shell. Il va s'ouvrir ici. Vous voyez là où il est en train de load. Quickly. OK, il me dit si je suis d'accord. Continue. Après, il est en train de... le console qu'on a ici à l'instant, c'est aussi une machine virtuelle. C'est aussi une machine virtuelle. Et voilà, je suis sur... ceux qui sont un peu familiers avec du Linux, vous pouvez voir un peu les noms d'utilisateurs et je suis à quel niveau. Et ce que je veux faire ici à l'instant, c'est juste checker que ma machine, que tout le service a été provisionné parce que le système doit être installé, configuré et tout le tralala. Et je l'ai fait ici en ligne de commande. C'était juste une manipulation qu'on a dû choisir pour vous montrer les différentes parties vite fait. Et pour ce faire, je peux taper la commande, tout comme j'ai besoin pour des raisons d'aller plus vite, je veux juste paste. OK, ça c'est la commande. Et les commandes Google, vous verrez que c'est Google Cloud Instance, Serial Port, ainsi de suite. J'ai besoin de vérifier que mes ports sont ouverts. Il me dit, est-ce que tu veux autoriser tout ça là? Évidemment qu'on autorise. OK. Il me dit, did you mean... voilà, ils me disent, j'ai déployé vous voyez la zone où j'ai déployé ma machine, c'est US East 1B. Il me dit, est-ce que ta machine se trouve dans la zone Europe West 1? Ça veut dire, est-ce que ta machine est déployée dans un data center en Europe? Non, ma machine n'est pas déployée dans un data center en Europe. Donc, j'ai dit non. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit no startup script to run for now. Il a checké la machine, il n'y a rien à run. Et je veux refaire la commande 1 ou 2 fois. Et après, je vais essayer de faire le RDP. J'ai la possibilité de pull cette histoire ici. Comme ça, nous tous, on est bien d'accord qu'on est en train de voir. Je veux relancer la commande. Je dis non, parce qu'il me demande la même question. OK. Je veux clear, comme on le fait toujours avec Linux. Une fois que c'est bon, ce que je veux faire maintenant, GB, pour se connecter à une machine Windows, en RDP, on a besoin du nom d'utilisateur, on a besoin d'un mot de passe. Je vais demander à Google de me provisionner un mot de passe si jamais moi, je lui donnais un utilisateur. Et ça, c'est ce que je veux faire tout à l'heure. Et pour ça, je veux taper la commande. Ça, vous verrez qu'on peut copier-coller tout comme on peut taper la commande. Et c'est G-Cloud. Les commandes sont différentes. G-Cloud, c'est quand ce sont les autres services. Quand c'est les storage, on a d'autres types de commandes, ainsi de suite. Et c'est auto-completion. G-Cloud compute. J'ai besoin de
Instance. OK, reset. Faire Windows. J'ai besoin de reset. Le password. Le nom de ma machine, c'est instance1. Instance1. Il se trouve dans quelle zone? Je passe le paramètre. Zone, c'est US. East, vous arrivez à voir. East 1, B. Et puis, j'ai besoin de passer le nom de l'utilisateur. User, je l'appelle admin tout simplement. Si la commande est mal tapée, il me donnera l'erreur. Voilà. Rappelle la commande, modifie password. Il y a password. OK, G-Cloud Compute, instances, reset. S. Après instance. Il me donne toujours l'erreur. OK. OK, one moment. On va comparer avec la commande. Je veux clean. OK. C'est le nom de l'instance. C'est très petit chez nous ici, peut-être. Vous arrivez à voir? On voit quand même, c'est un peu petit. Peut-être le nom de l'instance qui n'est pas... C'est instance Okay. dash one. Yeah. Non, continuez comme ça. Vous voulez que ça passe... Oh. Non, vous pouvez laisser comme ça, c'est bon. OK. Je voulais juste agrandir même pour moi, hein, pour que j'arrive à voir. OK, on va mettre le user ici. OK, on va mettre admin. Et puis, on va aller mettre le instance. Instance. OK, attendez, vous arrivez à voir? Personnellement, je ne vois pas. Déjà, je que vois, j'ai des lunettes. Écrivez E et puis dash 1. Là où vous êtes. Instance, c'est un peu petit, mais je vois. Vous devez écrire E et puis dash 1. Yeah, sans vous mentir, les écrits sont trop petits, on ne sait pas voir. Hein. L'écran d'affichage ne vous permet pas de comprendre tout ce que vous faites. Là. OK, là, vous devez être en mesure de voir quand même. Oui. Ça y est maintenant. Oui, ça se voit. OK, instance dash one. Right? Je n'ai pas besoin de bracket ici. OK, donc on a G-Cloud Compute, reset, Windows, password, instance one, le nom de la machine, et puis on a le zone, et la zone, et puis le nom d'utilisateur. Ça y est. Il me dit, would you like to set or reset the password? J'ai dit yes, ça, je veux bien. Et il va me donner, au fait, c'est que lui, il aura défini comme, voilà. Il me dit, mon adresse IP, c'est ça, mon password. Est-ce que vous le voyez, c'est que je viens de sélectionner là? Oui, oui. OK, je vais mettre ça quelque part, dans un sticky note, vite fait. Juste un moment. OK. OK, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la machine virtuelle, elle tourne. On a un nom d'utilisateur, on a un mot de passe. Ce qu'on va faire, c'est essayer de se connecter. Je suis sur un Windows, mais je ne vais pas faire le RDP de Windows lui-même. Je ferai le RDP d'un client, un autre client RDP. Et ce que je ferai, je dois vous donner l'accès au client RDP que je vais utiliser. I think it's this one. Share. Vous arrivez à le voir maintenant? OK. Vous vous rappeliez de notre adresse IP? OK, je vais le mettre parce que je l'ai quelque part.
enfin, le port, c'est ce port-là, déjà par défaut. Le username et admin. Le password, j'ai le password. J'ai le password. Le domaine, c'est le même domaine. Tout le reste paramètres, il reste tel qu'il est. Connect. On va voir c'est qu'il en est. OK. Là, on est là. Et cette machine se trouve sur Google. On me dit que l'Internet que j'ai, c'est celui de Google. Et les autres services, ceux qui sont un peu, ceux qui sont dans le Windows, ils voient. Et si on veut déployer les services, on peut déployer le service ici à l'instant. Et en fonction de l'adresse IP et du networking, évidemment, si on veut faire sortir le service ou on veut l'utiliser en local, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour l'instant, voilà. C'est ça, au fait, ingénieur. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre le paramètre de connexion sur cette machine, peut-être sur le chat? Comme ça, celui qui veut aussi tester la connexion peut tester avant que les labs puissent peut-être OK. expirer. OK, je veux mettre. Et là, ils doivent tester maintenant parce que s'ils ont à tester, c'est juste le RDP, au fait. Oui, juste le RDP. Souvenez. OK, attendez, je vais essayer de mettre le chat. OK. Voilà. Voilà, on a les IP, on a le password. Avant, vous voyez le password, il y a... Vous avez mis sur le chat? Ah, OK, j'ai vu. J'ai mis. Yeah. Donc, ceux qui veulent se connecter maintenant, ils peuvent le faire. OK, j'ai mon RDP. Moi, je vais vous donner l'espace en arrêtant ça, mais je n'arrêterai pas le lab maintenant. Je veux le laisser courir jusqu'à épuisement. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui teste, il est bien... OK, moi, vous pouvez arrêter votre partage. Le temps que je donne les questions, moi, je partage mon écran et je teste. Comme ça, tout le monde pourra voir. Vous pouvez arrêter votre partage. OK, je veux faire ça tout de suite. Okay. Ça s'est arrêté, non? Toujours. OK, je crois vous avoir arrêté. OK, ça y est. OK, alors moi, je vais tester les informations que vous avez données. Vous pouvez me confirmer si vous arrivez à voir mon écran? Bien sûr qu'on arrive à voir votre écran. On voit votre écran. Je ne sais pas quel écran j'ai partagé, mais laisse-moi voir. Le RDP est visible sur l'écran? Ou qu'est-ce que vous voyez? Oui. OK, donc c'est le bon écran. Attendez, je retrouve rapidement le chat. OK, vous aviez donné l'IP adresse comme ça. OK, le mot de passe était admin. Et puis les passwords, c'était... Non, le mot de passe, le username. OK, je essaie le mot de passe. OK, apparemment, c'est bon, ça passe. Et puis, ça a l'air rapide. L'écran que vous avez partagé n'est pas sûr. Ah, OK. On ne sait pas voir, ouais. Donc, c'est ça. Là, vous voyez? Sur le bureau. Oui. Avec l'IP public. Quelqu'un m'a déconnecté. Quelqu'un d'autre s'est connecté et m'a déconnecté. C'est sûr que la personne... Donc, si les gens se connectent... Ça ne donne qu'une licence. Apparemment, la version ne donne qu'une licence de connexion. Voilà. Donc, si une personne est connectée, ça va déconnecter l'autre. Mais ça avait l'air quand même rapide. C'est bon. Alors, merci, ingénieur. Merci. On va prendre les questions qu'il y a. Mais s'il vous plaît, je mis un lien au niveau du chat afin que vous puissiez remplir le survey par rapport à ces webinaires. Mais aussi, c'est là que si vous avez des suggestions à nous faire ou si vous estimez qu'il y a un thème bien précis que vous voulez qu'on aborde, on peut toujours trouver la personne qui peut l'aborder si dans l'équipe, on n'a pas quelqu'un qui en soit expert.
Je remets encore le lien. Cliquez seulement, remplissez les informations, ça va nous aider. Alors, on a beaucoup débordé les temps. Allons-y, prenons les questions rapidement s'il y en a. Je vois Rhys Fébé à la main levée. Prenez directement la parole. Rhys Fébé. OK. S'il n'est pas rapide à prendre, Merveille, Makelema, allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir, ingénieur Bétani. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? On vous attend très bien. Bien sûr qu'on entend. Okay, merci. Ma question était de savoir si Google Cloud propose aussi des offres gratuites comme elle le fait avec Amazon, parce qu'Amazon voulait seulement quelques offres gratuites. Vous pouvez passer beaucoup de temps dans vos labs et puis expérimenter beaucoup de choses. OK. C'est la seule question, je peux répondre? Oui, répondez et après on va Oui, prendre c'était... OK. Normalement, quand vous dites offre, ils ont des services qui sont gratuits et des services qui sont presque moins chers. Et l'un des avantages de Google, c'est que ces services coûtent moins cher contrairement aux autres, en fait. Et on a ce que Amazon a, ce qu'ils appellent le 3 tiers, qui dure pendant longtemps. Google a ça aussi. Ouais. Ah, OK, c'est dans des prochains labs, on peut utiliser ces offres-là gratuites au lieu de faire des labs qui nous prennent seulement peu de temps et puis ça expire. C'est possible d'expérimenter aussi ces offres gratuites. OK, au fait, en réalité, ce ne sont pas de labs, ce sont des services en production. Enfin, ce sont des produits, de services et de produits qui existent. C'est vous qui choisissez si vous l'utilisez. Oui. Les labs ici qui expirent, c'est juste un environnement de test parce qu'ils supposent que les gens apprennent et les gens ont besoin d'avoir le hands-on lab, comme ils disent. Donc, voilà pourquoi on a ces genres d'environnement. Mais on peut évidemment utiliser leur service, le service gratuit, oui, sans aucun problème. Okay. Merci beaucoup. OK. Qui d'autre a une question? Je ne vois pas d'autres mains levées. Il n'y a pas moyen de prendre les questions sur le chat parce que je vois qu'il y a quand même des questions un peu intéressantes là-bas. Il y a des questions là-bas. Attendez, je vais... Attendez, je vais vous avez fini avec vous avez fini avec le test. Je voudrais arrêter le lab. Et je vis quelqu'un dire, ingénieur, merci à parler de Provide, Azure, Facility, Fleet et Shift. D'où ma question, que signifie Lift et Shift? Concrètement, quel est le but de créer une machine cloud? Ça, c'est Victor Betoko. OK. Je vais répondre rapidement. Le Lift and Shift, c'est juste cette possibilité de... On a une entreprise avec son infrastructure actuellement qui n'est pas sur le cloud. Cette entreprise, si elle veut migrer vers le cloud, disons c'est une migration. En termes simples en français, c'est juste la migration de l'infrastructure existante vers le cloud. Et j'ai parlé de ça quand j'ai parlé de Microsoft. J'ai dit qu'on avait cette facilité de faire le lift and shift avec Microsoft parce qu'on utilise Windows Server dans notre environnement habituel, sans cloud. On utilise les clients Windows. Et si on veut migrer avec notre Active Directory et tout le reste, on le fait facilement. Et ça, c'est le lift and shift. Pourquoi utiliser une machine virtuelle dans le cloud? Quel est l'avantage d'utiliser une machine virtuelle dans le cloud? Je vous ai présenté que Google avait des services partant de infrastructure as a service jusqu'au software as a service. Le software as a service, c'est eux-mêmes qui le gèrent. Mais à partir de l'infrastructure jusqu'à la plateforme as a service, c'est nous les consommateurs, nous les informaticiens qui configurons pour les utilisateurs finaux. Tu peux vouloir, par exemple, avoir une machine virtuelle pour garder tes configurations de MySQL ou je ne sais quoi. C'est à ce moment-là que tu développes, tu utilises une machine virtuelle. Mais dans l'entretemps, ils ont d'autres alternatives, des services que tu peux développer, tu peux déployer sur une machine virtuelle. Mais voilà, ils mettent ça, au fait, pour ceux qui veulent l'utiliser et avoir un peu plus de contrôle. Rappelez-vous, on a parlé d'infrastructures et services. Tu contrôles une partie et les cloud providers contrôlent une partie. Quand tu gères une machine virtuelle sur le cloud, tu gères quel est le système d'exploitation qu'il y a là-bas,
tu gères quelle application tu mets dessus, tu gères les mises à jour, tu gères la licence, ainsi de suite. Ça, c'est à ta responsabilité. Et tu le fais parce que tu te sens un peu libre de faire ça. Au lieu d'utiliser un produit final où tu mets juste un logiciel et tu ne sais pas gérer l'infrastructure des bases, au fait. C'est ça la raison. OK. Je crois que c'est l'une des questions que j'ai trouvées dans les chats. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question là, rapidement. N'oubliez pas aussi cette vidéo, contrairement aux 2 derniers séminaires, on n'a pas mis le vidéo sur YouTube directement en ligne, mais cette vidéo sera déjà disponible sur la page de notre Institut Machwa Salam déjà demain. Vous l'aurez là si pas tard la nuit. Et si vous avez des questions, vous savez toujours l'adresse email, vous pouvez la poser. Mais s'il vous plaît, continuez à remplir le survey qui est là. On aimerait avoir vos feedbacks. Monsieur Vincent Lumonadio, allez-y. OK, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Vincent. Ma préoccupation, c'est par rapport à la sécurité. Vous avez montré qu'il y avait des machines qui étaient préinstallées ou encore préconfigurées. Qu'est-ce qui me garantit qu'il n'y a pas de malware déjà installé dans ces machines-là, ou encore ces machines ne seront pas accessibles par les autres et ceux qui ont configuré et installé? C'est un peu ça par rapport à la sécurité. OK. Concernant la sécurité, parce qu'on n'a pas abordé cette question-là, Google est de tout le 3. La stratégie de Google, c'est de rester sur la sécurité. Google encrypte tes données de bout en bout. Tout ce que tu fais sur le cloud Google, il est encrypté de bout en bout. Tu envoies, tu reçois, il est encrypté. Ça, c'est en général. Et particulièrement par rapport à toi. Qu'est-ce qui te rassure que ta machine, la machine que tu télécharges là-bas ou que tu utilises là-bas n'est pas infectée? Premièrement, ça part de la réputation de Google et de ses partenaires, premièrement. Et deuxièmement, c'est de ta responsabilité parce que tu déploies cette machine, tu as à changer les autres paramètres pour que les autres n'y accèdent pas. Parce que si c'est par défaut, ça veut dire que certains ports resteront soit ouverts. Si c'est ouvert, c'est par défaut. Les autres peuvent toujours te trouver. Tu as la responsabilité de les désactiver. Et puis, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. D'accord, merci beaucoup. Merci, c'est bon. OK, il y a un monsieur Patrick qui veut poser une question, allez-y. Mais s'il vous plaît, je crois que vous êtes en train de remplir le formulaire qui est là. Monsieur Patrick, allez-y. Monsieur Patrick, vous n'êtes pas en mute, allez-y, je vous remercie. Bonsoir. On a un peu du mal à entendre. Votre connexion crache un peu. Est-ce qu'il peut mettre ça dans le chat? OK, monsieur Patrick, déposez la question sur le chat. Comme la connexion pose un peu de soucis, on va lire ça rapidement à ce niveau-là. Et de l'autre côté, je vis à Alder qui avait une nouvelle question. Vous pouvez y aller le temps que monsieur Patrick pose sa question. Et en passant, pour ceux qui voudront retrouver, par exemple, c'est Machwa Salama sur YouTube pour la vidéo et puis les autres contacts sur les autres plateformes si vous voulez me contacter aussi. Alors, merci, ingénieur, pour cette deuxième question. Ma question est celle de savoir, parce que tout à l'heure, là, selon les démos de l'ingénieur Mercia, on voit plus de nouvelles machines à déployer. Mais si, par exemple, dans une entreprise, on a déjà de machines physiques qui existent et qu'on veut, par exemple, exporter avec toutes leurs configurations, comment cloner, est-ce que c'est possible sur la plateforme Google? Bien sûr, il y a des outils qui permettent la migration. Il y a des outils qui permettent la migration. OK, d'accord. Merci. Ouais. Migration, vous voyez, migration to Google Cloud. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran. Vous devez voir là où se trouve mon curseur. Oui. Ils ont des outils. Ils ont des outils. D'accord. OK, quelqu'un d'autre? Sinon, M. Patrick, votre question n'est pas encore arrivée sur le chat. Essayez encore de poser. Peut-être que la connexion jouera en votre faveur cette fois-ci. Oui, merci. Je peux poser une question? Oui, vous pouvez. OK. J'avais une question par rapport à tout ce que tu as évoqué sur la migration. Oui.
une infrastructure qui est basée à 95% sur Windows. Donc, presque tout. Donc, on fonctionne sur Windows comme chez nous ici. Et si on veut utiliser on ne veut pas aller dans Microsoft Azure, on veut aller chez Amazon ou Google, y a-t-il un impact ou un inconvénient par rapport à ces mouvements-là? Parce qu'on va faire le choix du cloud, de l'hébergeur qui va nous prendre en charge quand même. Si on ne veut pas aller chez Microsoft et qu'on a l'infrastructure qui tourne à 95% sur Windows et qu'on veut aller chez Amazon ou Google, hein? Y a-t-il un impact sur les politiques? Parce que chacun a sa politique quand même. Allô? Merci. Vous avez suivi la question? Allô, merci. J'ai comme l'impression qu'il a un souci de connexion. Je ne vois pas son audio en ligne. Allez-y, Okay. Vous m'entendez? Oui, on vous attend maintenant. Ouais. Oui. Ok, oui. j'ai entendu la question. En fait, je disais que premièrement, c'est possible d'amener son infrastructure sur le cloud et n'importe quel provider que vous voulez. Mais deuxièmement, il va falloir, on ne fait pas ça, ce sont de nouvelles technologies maintenant. On a toujours besoin d'avoir un plan d'architecturage au départ, au fait. Parce que quel sera l'idéal d'amener juste le workload chez celui-là qui peut-être ne couvre pas entièrement ce que vous voulez. Mais dans l'entretemps, Windows, oui, il peut être exporté. La différence, ça sera maintenant, si vous alliez chez Microsoft, vous aurez peut-être des services dont vous gérerez, vous et Microsoft, sans aucun problème. Mais dans l'autre côté, quand vous amenez votre workload chez Google, vous le faites vous-même et vous pouvez faire ce qu'on vient de faire avec la machine virtuelle Windows. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez autant de serveurs, disons, vous avez 3-4 serveurs installés sur des machines physiques différentes. Vous pouvez, au fait, exporter vos machines physiques en virtuel et les amener là-bas. Vous avez cette possibilité. Vous devez payer les licences, vous devriez le mettre en réseau, vous avez vos adresses IP publiques, vous devriez les amener là-bas, sinon vous devrez vous rassurer que ces machines sont connectées et que vos clients se connectent. Comment vos clients se connectent? Tout ça là, au fait, ce sont des paramètres à prendre en compte. Voilà pourquoi maintenant, il y a une fonctionnalité, enfin, il y a une fonction pour ceux qui sont intéressés en ce qui concerne le carrière dans le cloud, il y a ce qu'on appelle Architect Cloud. Au fait, c'est ce que moi, je suis en train de poursuivre. C'est quelqu'un qui vient, qui redesign, il vous dit, je pense qu'en fonction de ce que vous avez, je vous conseillerais d'aller dans telle infrastructure. Mais dans l'entretemps, rien n'empêche que vous alliez chez Microsoft avec 95 ou 75 ou 75% de votre workload Microsoft chez Google Cloud. Il n'y a pas de problème à faire ça. Merci. Est-ce qu'il y a-t-il un problème sur les coûts? Le coût, puisque vous allez payer, qu'est-ce qui se passe quand vous payez en fonction de où vous vous trouvez dans le cloud? Quand vous faites, dans ce cas d'espèce, vous faites l'infrastructure as a service. Et quand vous faites l'infrastructure as a service, vous payez ce que vous est donné. Vous payez les machines virtuelles qui vous est données. Est-ce que vous accepterez que vos machines virtuelles soient éteintes? Si vous acceptez qu'elles soient éteintes, vous réduisez le coût. Si vos serveurs restent allumés tout le temps, vous avez un coût. Mais il y a une chose aussi à savoir, c'est que Google a une certaine politique de prix, contrairement aux autres. La politique de prix de Google, c'est que quand tu utilises les machines virtuelles pendant longtemps, au lieu de vous facturer à 100%, ils vous facturent à 75%, 60%, en fonction de où vous voulez loger les machines. Si vous logez les machines en Europe, en Amérique, en Asie, ainsi de suite. Mais il y a un coût et Google, dans sa politique, vous donne des réductions. C'est l'un des providers quand même qui, en termes de coût, il essaie d'être manageable et flexible. Et en plus de cela, Google vous facture pour la plupart des services à la seconde. Donc, à la seconde. Et pour information, ils ont une version de machine virtuelle. Supposons que vous avez des tâches, par exemple, qui exécutent un script tout le jour à 7 heures. Vous avez la possibilité d'utiliser une machine qui ne tourne que de 6 heures à 7 heures. Quand c'est fini, cette machine est libérée, elle est donnée à quelqu'un d'autre.
Et ils ont un nom pour ça, au fait. Donc, ils ont beaucoup de paramètres de coût. Et je pense que oui, ça peut être avantageux aussi pour vous dans ce sens-là. Une dernière, s'il vous plaît, pour ne pas prendre tout le temps parce qu'il y en a beaucoup. Okay. Par rapport à la rémunération, quelqu'un veut se lancer dans le cloud quand même. Entre les grandes boîtes là. J'ai discuté avec un frère qui est aux États-Unis. Je ne sais pas l'ingénieur britannique qui est là-bas, s'il peut confirmer l'information ou pas. Il me dit que non, au niveau des USA, c'est plus Amazon qui est au top. Donc, leur certification pèse par rapport à Google, à Microsoft Azure et autres. Je ne sais pas si l'ingénieur britannique peut nous aider. Au fait, avant que l'ingénieur britannique n'ajoute, s'il ne voit aucun inconvénient, je peux dire ceci. Comme je l'ai dit plus tôt, AWS est sur le marché depuis 2009. AWS a des services matures. Et ce qui fait que les grandes entreprises sont beaucoup plus attirées par AWS. Mais dans l'entretemps, il y a ces entreprises qui sont beaucoup plus basées sur la production des données, les traitements de données. Et quand tu regardes, tu vois que c'est Google qui a ça. Il y a d'autres entreprises qui ont, par exemple, leur workload en Windows et ils vont chez Azure, ce qui fait en sorte que les demandes sont partagées. C'est vrai que AWS, c'est 48% du marché, c'est quand même beaucoup. Vous voyez, 48% du marché, c'est beaucoup. Ça veut dire que les fonctions sont aussi beaucoup. Et quelqu'un qui posait la question sur les salaires, je ne sais pas aux États-Unis. Une petite information que je peux vous donner, je crois que hier ou avant-hier, j'ai vu sur Twitter, Amazon va recruter au Nigeria pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, disons, Nigeria, Ghana et tous les autres pays qui parlent anglais. Il va recruter les ingénieurs là-bas à partir du 1er août jusqu'au 8 août, je pense, pour les délocaliser en Amérique du Nord. Donc, pour dire que l'emploi dans ce domaine du cloud, maintenant, on cherche les gens et ça paye bien pour l'instant. Et qui emploie? Amazon emploie, Google emploie, Microsoft emploie. Et ils emploient tous parce que tout dépend des besoins des clients. Et s'ils n'avaient pas de clients, ils n'allaient pas faire de chiffre d'affaires, même si Amazon a 48% du marché. Donc, c'est un peu ça. Pour nous, les informaticiens, je pense qu'on a toujours cette niche, si on veut, migrer de plan de carrière, au fait. OK, merci beaucoup. Merci OK, mais ingénieur, merci, on doit chuter. On va prendre la question de M. Patrick qui est sur le chat. Il dit, dans le déploiement du Nginx, qu'est-ce que tu sous-entends du N1? Je crois que quand tu faisais la configuration, tu avais choisi N1. Et il dit, tu fais allusion à la performance de l'hôte ou à quoi précisément? OK. Normalement, sur toutes les plateformes cloud, ils te donnent les machines en fonction de... Tu choisis les machines virtuelles en fonction de ce que ta machine va faire. Parfois, tu as besoin de plus de puissance de calcul, ça veut dire plus de CPU, de processeur. Parfois, tu as besoin de plus de mémoire pour que ta machine soit rapide. Tu choisis des RAM qui sont... Quand tu regardes le nombre, tu te dis est-ce qu'une machine peut avoir ce nombre de RAM. Parfois, tu as juste besoin du stockage et tu choisis une machine avec un stockage. Et quand j'ai choisi les N1, le N1 était censé être l'une des petites machines sur Google. La mémoire, c'est 0,600 mégas. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est même pas un giga. Vous voyez, la mémoire, la RAM. Donc, c'est une petite machine parce qu'avec Nginx, ce qu'on a essayé de faire, peut-être je n'ai pas expliqué le lab et que on a eu un peu ces petits problèmes techniques, c'est que je voulais juste déployer le Nginx et qu'on essaie de voir la page web. Et pour un serveur web à l'instant, si un petit téléphone Android peut héberger un serveur web, un minimum de serveurs web, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une grande machine. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi N1. C'était la capacité de la machine, en fait. Une petite RAM, un petit processeur et une petite mémoire de 10 gigas. Et puis voilà. Allô? OK, je crois que vous avez répondu. Voilà, il y a une question. Je crois que c'est la dernière qu'on doit prendre. Je sens vraiment l'intérêt dans le souci de comprendre ces choses. Ne vous en faites pas, nous aurons des webinaires sur AWS. Nous avons l'ingénieur Didier qui est expert en ça.
Moi-même, je suis sur Azure avec l'ingénieur Doudou et puis il y a l'ingénieur Merce qui est dans JCP et les autres. Donc, nous aurons le temps de faire des webinaires par rapport à toutes ces orientations-là. Alors, il y a Merveille Makilimba qui pose la question de savoir, il y a des plateformes cloud qui proposent aussi la Voice over IP. Non, il voulait dire, y a-t-il des plateformes cloud qui proposent aussi la Voice over IP, IPBX? Bon, avant que les jeunes merchants ne répondent là, ce que je peux vous dire, merci à Merveille Makilema. Il y a par exemple Microsoft qui propose la solution Voice IP avec la Microsoft Teams que vous avez connu jusque-là pour les chats. Teams a beaucoup évolué et aujourd'hui, Teams fait la Voice over IP et la crainte est même qu'il puisse détrôner tout le reste que vous savez parce que avec la pandémie, Teams s'est fait un nom en termes de collaboration. Les gens ont Teams pour le chat, pour la gestion de, même parfois des logins pour plusieurs choses. Alors, ce qui s'est passé, que le fait que Teams offre maintenant la Voice over IP, donc à partir de ton Teams installé dans le téléphone ou dans ton PC, on peut facilement associer juste un DID, donc un numéro de téléphone à ton Teams, et depuis ton Teams, tu peux appeler un GSM ou depuis le GSM, on peut appeler ton Teams. Et ça fait que dans les entreprises, au lieu que les gens puissent avoir un téléphone fixe et un Microsoft Teams dans son téléphone ou un PC, il a juste un Microsoft Teams qui fait les deux. Donc, Teams, pour répondre à ta question, c'est l'un des éléments qui, l'une des solutions qui est là. Mais au-delà des Teams, vous avez par exemple d'autres solutions, la majorité même des géants dans le PBX qui font la même chose, entre autres Digium à l'époque qui a été racheté par Sangoma. Ils font la même chose. Vous avez Ring Central qui fait la même chose. Donc, il y a plusieurs solutions PBX pour les clouds. OK, merci. Je crois que j'ai couvert celle-là. Je ne sais pas s'il y a autre question. S'il n'y en a pas, je crois que vous avez donné vos points de vue et fait vos propositions comme ça. Cela va nous aider à revoir. Le lien sera toujours disponible même après ici. Vous pouvez vous connecter pour donner vos points de vue. On saura qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine. Vous serez informé d'ici là sur l'activité qui viendra prochainement. Alors, de ma part, merci beaucoup, ingénieur. Merci pour la disponibilité, le temps de partage et autres. Et merci beaucoup à vous tous qui êtes connectés. On a débordé les 46 minutes. Merci de s'être connectés. Alors, tout ce que nous faisons ici n'aura pas de sens si ça va juste se limiter à faire un webinaire comme ça passe. Alors, l'information qu'on partage, on fait notre part. Il faut saisir pour chercher à se développer afin d'avoir beaucoup plus d'impact, même dans ces domaines d'informatique. Sinon, merci à tous. On va devoir arrêter par là. De demain, si vous voulez revoir le webinaire, vous aurez accès à partir de la page YouTube de Mashua Salama. Vous aurez toutes les informations là-bas. En tout cas, nous vous remercions pour votre disponibilité. À la prochaine. À la prochaine.